bonsoir. Bonsoir Jules. Nous sommes le 11 novembre 2023. Pourquoi êtes-vous à Washington? Je suis à Washington parce que chaque année, depuis 2006, je rejoins avec une délégation française composée de juges et d'avocats, des amis et des collègues américains qui sont également juges, avocats, juristes d'entreprise, au cours de 3 jours de débats à caractère essentiellement constitutionnel et judiciaire. Et nous étions cette année, au dîner de gala de jeudi, nous étions 2600 couverts. Cette réunion rassemble entre 3 et 5 000 personnes chaque année. Combien de voyages avez-vous effectué aux États-Unis? Écoute, j'ai commencé cette aventure en 1989 et je crois qu'à ce jour, j'ai réalisé 132 voyages. Vous êtes très à l'aise dans ce pays. Avez-vous une formation anglo-saxonne? Pas du tout. Je suis un pur produit de l'école républicaine. Mon père était officier dans l'armée de terre, mes grands-parents étaient instituteurs, mes arrière-grands-parents agriculteurs, et je n'ai absolument rien reçu dans ce domaine. J'ai créé tout cela moi-même en réalisant ce parcours aux États-Unis, en apprenant d'abord la langue anglaise, ensuite l'anglais juridique, et je suis très reconnaissant à tous les hommes et toutes les femmes que j'ai connus dans ce pays depuis une trentaine d'années, de m'avoir donné cette connaissance de la langue et de la culture nord-américaine. Mais vous n'avez jamais eu envie de devenir américain? Non, non. Ce que j'aime ici, c'est être français, c'est m'inscrire dans la tradition de celles et ceux qui ont créé ce lien historique tout à fait exceptionnel entre la France et les États-Unis, qui sont, comme tu le sais, 2 pays messianiques. Nous avons créé ensemble les fondements des républiques à la fin du XVIIIe siècle, en France et aux États-Unis. Il y a eu dans ce domaine une influence réciproque très grande. Je parlais récemment de l'influence de la Déclaration d'indépendance de 1776 sur la Déclaration des droits de 1789. Et c'est cette histoire qui m'intéresse, cette histoire franco-américaine, bien sûr l'Amérique française d'autrefois, puisque les 2 tiers de ce territoire étaient sous influence française jusqu'à la guerre de 7 ans, mais aussi bien sûr la guerre d'indépendance, l'aide tout à fait essentielle que les Français ont apportée aux insurgés, et puis ce qui est venu après, bien sûr, à des reprises, ce pays, les États-Unis, qui ont sauvé l'Europe de la tyrannie. Et c'est cette dimension de l'influence réciproque et de la connaissance qui m'a toujours intéressé. Ce que j'aime en étant ici aux États-Unis, c'est être français, c'est parler de la France. L'un de mes enfants, mon aîné, l'aîné de mes 6, est américain. J'ai une petite fille américaine et j'en suis très fier. Mais j'entends bien rester français dans ce pays. Nous avons eu la chance de rencontrer hier avec vous en privé et pendant 1 heure Justice Samuel Alito, membre de la Cour suprême des États-Unis. C'était un grand privilège. Comment faites-vous pour être si proche de ces grands personnages de la démocratie américaine? Je pense que c'est le destin. Le général de Gaulle disait qu'un destin est fait de la rencontre entre des hommes et des circonstances. Et le destin a placé sur mon chemin tout d'abord Antonin Scalia, qui était membre de la Cour suprême, que j'ai connu en 1993 et avec qui j'ai créé l'Institut Vergène il y a 30 ans. Nous avons fêté les 30 ans de Vergène ici, il y a quelques jours, et j'ai également rencontré en 1994 Stephen Breyer, qui était le plus francophile des membres de la Cour et qui est devenu un ami. Et j'ai fait la connaissance de John Roberts en 1997. Il était avocat à l'époque et il est devenu, comme tu le sais, membre de la Cour suprême et Chief Justice des États-Unis, président de la Cour. Je connais bien également Samuel Alito, qui est toujours membre de cette Cour, que j'ai reçu à Paris.
Et donc ce sont des relations individuelles fortes qui se sont tissées au fil des années et qui m'ont permis d'avoir une meilleure connaissance de cette juridiction, de la Cour, dont on ne peut pas parler sans connaître non seulement la jurisprudence, non seulement les méthodes de travail, mais aussi les hommes et les femmes qui la composent. À ce propos, le juge Alito est quelqu'un d'impressionnant par sa simplicité et sa gentillesse, n'est-ce pas? Oui, alors Samuel Alito nous a reçus en effet à la Cour pendant 1 heure, ce qui est un grand privilège. Il nous a parlé avec gravité de ses devoirs, de ses responsabilités. Nous avons évoqué également, bien sûr, les grandes décisions récentes auxquelles il a attaché son nom, en particulier la décision DOPS de l'année dernière. Et oui, c'est une personne qui est remplie d'humilité, de culture, de profondeur, d'ouverture. Et je pense que Justice Alito souffre beaucoup actuellement des attaques qui sont conduites non seulement à l'égard de la Cour, mais à son égard personnellement. Et je lui suis très reconnaissant d'avoir reçu aussi généreusement notre délégation. Et comment expliquez-vous cette incompréhension de la Cour suprême en France? Alors, je pense que cette incompréhension de la Cour et de ses décisions récentes s'explique par plusieurs facteurs. Il y a certainement une part, hélas, d'idéologie, une part d'anti-américanisme primaire, mais je pense que la source de ces malentendus, de cette méconnaissance, c'est tout simplement l'ignorance. L'ignorance, tu connais les mots de Napoléon Ier qui disait que la seule des vraies conquêtes, celle que l'on ne regrette jamais, c'est la conquête sur l'ignorance. Et je suis frappé de voir que dans notre pays, en France, des voix s'élèvent de politiciens, de journalistes, d'universitaires, qui jettent l'anathème sur la Cour suprême et sur ses décisions récentes sans avoir jamais mis les pieds au numéro 1 First Street, sans avoir jamais pris la peine de connaître cette juridiction et ses membres. Donc il y a dans ce domaine une grande ignorance et c'est également le sens de ces 30 années que j'ai passées ici en conduisant ces délégations composées de juges et d'avocats, le sens de cette mission de favoriser la connaissance réciproque et l'influence également réciproque. Et quel vœu faites-vous pour ces deux pays que vous aimez tant, que sont la France et les États-Unis? Le vœu que je fais, Jules, c'est que des hommes et des femmes de ta génération poursuivent cette œuvre qui a été commencée, je l'ai dit, à la fin du XVIIIe siècle, par tous ceux qui ont aidé la nation américaine à naître. Les États-Unis sont nés à Paris en 1778 et c'est une très belle histoire et mon vœu est que perdure donc ce lien tout à fait unique et exceptionnel entre nos deux nations. Je souhaite aussi que les décisions de la Cour soient mieux comprises, mieux entendues et j'espère que je pourrai encore y contribuer pendant quelques années et derrière moi, d'autres viendront comme toi pour poursuivre cette mission. Maître, merci beaucoup pour cet entretien ainsi que pour vos mots et je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais vive la France et God bless America. Merci beaucoup, Maître. Merci Gilles. Merci.